Vu d'Occident, on peut avoir l'impression que la Russie est isolée depuis son agression lancée contre l'Ukraine et que le monde entier, peu ou prou, soutient l'Occident. C'est une grave erreur, une véritable illusion d'optique. C'est entendu, très rare sont les pays qui soutiennent explicitement la Russie. L'Érythrée, la Biélorussie, la Corée du Nord, la Syrie. En revanche, très nombreux sont ceux en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui gardent beaucoup de distance vis-à-vis du conflit. Lors des 2 votes à l'ONU condamnant l'agression russe, 40 pays environ se sont abstenus à chaque fois et surtout, à l'exception des Occidentaux et de leurs alliés comme le Japon ou la Corée du Sud, aucun pays n'a adopté de sanctions contre la Russie. De multiples facteurs expliquent cette prudence qui témoigne aussi du fait que la notion de communauté internationale est une coquille vide. La proximité géographique, comme l'éloignement géographique, peuvent finalement conduire à peu près au même résultat. D'abord, il y a les pays qui sont très proches de la Russie. L'exemple caricatural, c'est la Biélorussie. À l'ouest de la Russie, au nord de l'Ukraine, le régime Loukachenko n'aurait pas tenu sans le soutien de Vladimir Poutine. Et donc, on l'a vu dans la première phase du conflit, la Biélorussie est militairement la base idéale au départ pour envahir l'Ukraine. Et puis cette fois, au sud de la Russie, voisin aussi de l'Ukraine par la mer d'Azov, il y a les pays du Caucase qui se méfient des colères de Moscou, l'Arménie en particulier s'en méfie, et en 2014, la Géorgie a déjà payé pour voir. Et puis ensuite, il y a les pays qui sont très éloignés du conflit géographiquement. Pour les 54 pays d'Afrique, les 24 pays d'Amérique latine, les 11 pays d'Asie du Sud-Est, la guerre en Ukraine, c'est très loin. Kiev, c'est à 12 000 km de Johannesburg ou de Buenos Aires, à 9 000 km de Jakarta. Donc, autant garder ses distances vis-à-vis de ce conflit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Première catégorie, les pays de l'ex-Union soviétique qui ont évidemment gardé des liens économiques, politiques nombreux avec la Russie. Dans cette catégorie, la Biélorussie déjà citée, les pays du Caucase déjà cités, et ajoutons les 5 pays d'Asie centrale, notamment le Kazakhstan, dont le président Tokayev contesté a appelé à l'aide Moscou au début de l'année pour réprimer la contestation. Deuxième catégorie, les alliances entre ex-pays communistes. On songe à la Corée du Nord, on songe aussi à la Chine, même si depuis Staline-Mao, la relation entre les deux géants est faite de haut et de bas. On pourrait aussi placer dans cette catégorie la Serbie, l'un des rares pays européens à ne pas avoir adopté de sanctions contre Moscou. Le président actuel, Alexander Vučić, se voit un peu comme l'héritier de l'ex-maréchal Tito, de l'ex-Yougoslavie communiste. Ensuite, troisièmement, il y a les pays d'Afrique où l'image de la Russie est souvent restée positive parce que héritière du soutien apporté par l'ex-Union soviétique au mouvement de décolonisation. On pense au soutien par exemple à l'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud, ou aussi à d'autres mouvements, particulièrement en Afrique australe, en Namibie, en Angola, au Mozambique. Enfin, il y a dans un passé plus récent les pays auxquels la Russie a apporté son soutien direct. Et là, évidemment, l'exemple le plus flagrant, c'est la Syrie. Bachar el-Assad n'aurait pas pu rester au pouvoir depuis plus de 10 ans sans le soutien militaire aérien massif de Moscou. Donc aujourd'hui, renvoi d'ascenseur, la Syrie soutient la Russie. Première catégorie, les pays qui dépendent économiquement directement de la Russie et en particulier de ses exportations agricoles, le blé, le maïs, l'orge, le tournesol. Dans certains pays comme le Soudan, la Mauritanie, l'Égypte, 90% des importations de blé proviennent de Russie. S'en priver, c'est courir le risque d'explosion sociale et de famine. Dans un autre style, les pays d'Asie centrale dépendent aussi économiquement directement de la Russie. Le Kazakhstan, dont on parlait tout à l'heure, 35% des importations proviennent de Russie. Deuxième catégorie, l'intérêt financier partagé, un peu à l'autre bout de l'échelle économique. Par exemple, l'Arabie saoudite a intérêt à maintenir des prix du pétrole élevés en accord avec Moscou. De la même manière, les oligarques russes sanctionnés par l'Occident trouvent refuge où? Dans le Golfe Persique, où ils déversent leurs millions ou leurs milliards,
C'est particulièrement le cas dans les Émirats arabes unis. Troisième catégorie, tous les pays qui dépendent directement de l'aide militaire russe. L'exemple le plus flagrant, c'est l'Inde de Narendra Modi. Et c'est pour cette raison que l'Inde garde beaucoup de neutralité vis-à-vis du conflit. La Russie est le premier partenaire en termes de livraison d'armes à l'Inde, des missiles, des systèmes anti-aériens, la maintenance des avions. La Russie est également devenue le premier fournisseur d'armes sur le continent africain. Sans compter l'aide, on va dire, indirecte via les groupes de mercenaires type Wagner au Mali, en Centrafrique. En 2019, Vladimir Poutine avait d'ailleurs organisé à Sotchi un sommet russo-africain avec 43 dirigeants africains. Enfin, dernière catégorie, les pays qui dépendent économiquement de la Chine, particulièrement dans les pays en voie de développement, et aussi au Moyen-Orient. La Chine exerce une pression indirecte sur ces pays pour éviter qu'ils ne s'alignent derrière les Occidentaux. C'est une façon indirecte pour Pékin d'aider Moscou. Il y a les pays liés par des accords formels et les pays liés par des accords informels. Sur le plan formel, il y a d'abord plusieurs pays du Caucase et d'Asie centrale, liés avec la Russie par l'organisation du traité de sécurité collective. Il s'agit d'une alliance militaire, avec notamment des manœuvres militaires communes depuis 2002, avec donc la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Alliance formelle également avec Pékin, avec notamment l'organisation du traité de coopération de Shanghai depuis 2001, qui est une façon de contrecarrer économiquement les États-Unis. Et de multiples traités commerciaux, notamment ces derniers temps, qui ont été signés lors des JO d'hiver de Pékin. Ces 2 dernières années, la Russie a également développé des accords de coopération militaire avec plusieurs pays africains, notamment de grands pays africains, le Nigeria, l'Éthiopie et aussi le Mali, Madagascar. Un accord de coopération stratégique également avec les Émirats. Dans la catégorie informelle, cette fois, il y a le cas particulier d'Israël. Le pouvoir israélien ne veut pas se fâcher avec Moscou. Pourquoi ? Parce que l'armée russe, maître du ciel en Syrie, laisse les Israéliens frapper, quand ils le souhaitent, les positions iraniennes en Syrie. Or, l'ennemi principal, on le sait pour Israël, c'est Téhéran. Deux paramètres là expliquent le soutien de certains pays à la Russie, ou au moins l'absence de soutien aux Occidentaux. Le premier, c'est la proximité idéologique avec la nature du pouvoir de Vladimir Poutine, la même fascination pour un pouvoir nationaliste, autoritaire. C'est le cas en particulier, bien sûr, de Xi Jinping en Chine, qui partage la même vision du pouvoir que Poutine. Et d'ailleurs, la Chine adhère au discours de Moscou depuis le début de la guerre sur le fait que, au départ, c'est l'OTAN qui est responsable de cette situation en ayant voulu s'étendre jusqu'aux frontières de la Russie. Cette porosité, cette sensibilité, cette fascination pour un pouvoir autoritaire, on la retrouve aussi dans les régimes dits illibéraux, y compris dans les démocraties. Et là, le meilleur exemple, c'est le Hongrois Viktor Orban, qui se refuse lui aussi à se fâcher avec Vladimir Poutine. On pourrait aussi ajouter dans cette catégorie le Turc Erdogan, même si son pays fait partie de l'OTAN et livre des drones très efficaces aux Ukrainiens. Deuxième paramètre, le rejet qu'inspire l'Occident et les États-Unis en particulier, qui continuent dans bon nombre de pays d'Afrique et de pays d'Amérique latine d'être perçus comme des puissances impérialistes, héritières du colonialisme. Alors qu'à l'inverse, la Chine, par exemple, se présente aujourd'hui comme le porte-parole de ces pays émergents. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays africains, et non des moindres, se sont abstenus lors des votes à l'ONU condamnant l'invasion russe. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. En Amérique latine, de la même manière, le soutien américain aux dictatures passées a laissé des traces. La Russie reste perçue finalement comme un meilleur allié au Mexique, au Nicaragua, au Venezuela, en Argentine, au Chili. Là encore, le discours russe sur le fait que l'OTAN est responsable de cette guerre par son expansionnisme, ce discours est très repris abondamment dans la presse et parmi les intellectuels. Enfin, au Moyen-Orient, de nombreux pays dénoncent le deux poids, deux mesures de l'Occident sur la question des réfugiés.
rejet des réfugiés syriens ou afghans, d'ailleurs qualifiés de migrants, accueil à bras ouverts pour les réfugiés ukrainiens. En résumé, les raisons sont multiples pour expliquer cette prudence, cette distance des pays non occidentaux vis-à-vis du conflit. Ils vont continuer de le regarder de loin pour ne fâcher personne. C'est aussi le reflet d'un monde devenu multipolaire. Cette guerre en Ukraine n'est pas une répétition de l'ancien affrontement Est-Ouest, une simple répétition de la guerre froide.